Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va voir les moyens de défense en procédure civile et avec ce tableau, vous allez maîtriser 25 à 30 de la matière. Donc pourquoi se priver? Ce que je rappelle régulièrement par rapport aux moyens de défense, c'est que la première chose que vous devez faire dans un cas pratique, c'est qualifier le moyen de défense, identifier la nature du moyen de défense, quel type de moyen de défense vous allez invoquer. Et dans un second temps, dans votre raisonnement, vous allez devoir aborder la question de comment l'invoquer, ce moyen de défense. Parce que c'est bien beau de dire à votre client qu'il a tel ou tel moyen de défense qui pourrait prospérer, mais encore faut-il lui dire comment l'invoquer, ce moyen de défense. Donc sur les moyens de défense, toujours raisonner en deux temps. Ensuite, c'est super simple, on a trois moyens de défense en procédure civile. Donc ça veut dire qu'on a un moyen de défense par colonne. À partir du moment où vous maîtrisez ce tableau, vous pouvez jamais vous tromper le jour de l'examen. Alors, première colonne, premier moyen de défense, la défense au fond, c'est le plus rapide à caractériser. C'est l'article 71 du Code de procédure civile. Ce moyen de défense, il sert à vous défendre sur le fond du droit. C'est un moyen directement dirigé contre la prétention du demandeur, dans le but de la faire juger infondée. C'est pour obtenir le débouté. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez un demandeur qui veut obtenir la nullité d'un contrat pour dol. Sa prétention, c'est ça, c'est la nullité du contrat pour dol. Votre client, à vous, il veut quoi? Bah, il veut se défendre et, par exemple, il veut invoquer le fait que l'élément intentionnel du dol n'est pas caractérisé. Là, vous n'allez pas faire comme en droit des obligations. Nous, on s'en fiche de savoir si l'élément intentionnel du dol est caractérisé ou pas. C'est pas notre matière. Par contre, on est capable de repérer, d'identifier qu'on est en droit des contrats. On nous parle d'éléments intentionnels d'un dol. Donc, c'est du droit substantiel, article 1137 du Code civil. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les articles des différents codes, hein, mais vous savez de quelle matière ça relève. Bon, bah, vous regardez votre tableau, droit substantiel, on sera sur la question du bien fondé. Donc, notre moyen de défense, c'est la défense au fond. Votre client veut se défendre sur le fond du droit en matière de droit des contrats. En procédure civile, c'est tout ce qu'il y a à faire, c'est identifier la nature du moyen de défense. Ici, la défense au fond. Donc, quand vous êtes sur le bien fondé, erreur, dol, violence, bref, peu importe, eh bien, on s'en fiche de savoir si tout ça c'est bien caractérisé ou pas. Ou que ce soit même en matière de droit de la famille. Est-ce qu'il y a eu adultère ou pas dans les faits? On s'en moque. Que ça marche ou que ça marche pas, c'est clairement pas notre problème. Ça, c'est du droit des obligations, c'est du droit substantiel. Nous, là, on fait de la procédure. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quelle est la nature du moyen de défense. Quel moyen de défense on peut invoquer pour se défendre. Et donc ici, défense au fond, article 71 du CPC. Sauf que dire que c'est une défense au fond, ça suffit pas. D'accord? Ça suffit pas et je l'ai dit tout à l'heure en intro, il faut ensuite invoquer le régime. Comment on va invoquer la défense au fond? Vous n'allez pas laisser votre client comme une vieille chaussette. Donc dans le régime, vous avez l'article 72 du CPC, défense au fond. Eh bien, cette défense au fond, elle peut être soulevée en tout état de cause. Ça veut dire quoi en tout état de cause? Ça veut dire à n'importe quelle hauteur de la procédure, à n'importe quel moment de la procédure, que ce soit en première instance ou en appel. D'accord? Donc ensuite, on passe à la deuxième colonne. Et donc le deuxième moyen de défense, ce sont les fins de non-recevoir. Vous en avez 5 et c'est l'article 122 du CPC. On est ici dans les conditions d'existence du droit d'agir, les conditions de recevabilité de la demande. On n'est pas en train d'exercer son droit d'agir encore. On est seulement au stade d'existence de votre droit d'agir. On n'est pas sur le fond du droit non plus. Donc, en fait, dans le code, c'est très simple. Dès que vous voyez le mot irrecevable, vous savez que les moyens de défense, bah, ce sera une fin de non-recevoir. Irrecevabilité égale fin de non-recevoir. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Franchement, il n'y a même pas besoin de chercher midi à 14h. Vous avez quoi comme fin de non-recevoir? Eh bien, vous en avez 5, je vous l'ai dit. Intérêt et ou qualité, prescription, forclusion, autorité de la chose jugée. Intérêt et ou qualité, vous le savez, c'est l'article 31 du CPC. J'ai fait une vidéo complète à ce propos, donc je ne vais pas m'étaler. Mais en gros, voilà, si vous n'avez pas intérêt à agir, eh bien vous serez irrecevable pour agir, d'accord? Ensuite sur la prescription c'est quoi? Bah, c'est le délai qui vous est laissé pour agir. Si jamais vous dépassez ce délai pour agir, bah, au revoir. Enfin, vous pouvez agir en tant que demandeur, mais si le défendeur vous, rétorque: «Eh oh, prescription», bah, c'est au revoir. Vous avez perdu votre droit d'agir parce que votre action est prescrite. Donc faites attention à la prescription, c'est hyper important. Ensuite, la forclusion, c'est quoi? C'est le délai qui vous est laissé pour exercer une voie de recours. Donc vous avez 1 mois
pour faire appel. Si jamais vous dépassez ce délai, vous êtes forclos à agir. Finito, pipo, comme dirait l'autre. Et ensuite, pour l'autorité de la chose jugée, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas retourner devant un juge de même degré pour juger la même chose entre les mêmes parties ayant la même qualité procédurale. Donc dans votre cas pratique, c'est facile. Est-ce qu'il y a déjà eu un jugement? Oui, non, non, bah c'est OK. Oui, ah bah voilà, fin de non-recevoir, pas recevable. Donc j'ai dit que vous aviez 5 fins de non-recevoir à l'article 122. Mais ce texte n'est pas limitatif. En fait, il faut regarder la loi et la jurisprudence. La loi peut très bien vous dire qu'il y a des causes d'irrecevabilité de la demande, alors qu'ils ne sont pas prévues par l'article 122. Puis vous avez la jurisprudence. Et justement, on a la clause de conciliation préalable obligatoire, CCPO. Vous et moi, on prévoit de mettre dans notre contrat une telle clause. Ça veut dire qu'on va se priver de notre droit d'agir, mais seulement provisoirement. On n'aura pas le droit d'agir en justice tant qu'on n'aura pas tenté une conciliation ou une médiation. Par le biais de cette clause, en gros, on doit tenter, avoir tenté une conciliation ou une médiation avant de saisir un juge. Je dis conciliation ou médiation parce que la clause de conciliation, en fait, c'est un terme très générique et donc ça comprend aussi la médiation. Donc, faut mettre en œuvre au préalable un mode alternatif de règlement des litiges et en fait, les parties s'imposent ça. On ne pourra pas agir sans avoir tenté une conciliation ou une médiation. Les parties créent ici une fin de non-recevoir d'origine contractuelle. La clause, elle était prévue dans le contrat, mais vous avez saisi directement le juge, alors il y a violation de cette clause, et la violation de cette clause entraîne comme sanction l'irrecevabilité de la demande. Donc le moyen de défense, c'est une fin de non-recevoir. Et ça, c'est un arrêt, de la Cour de cassation, hein, chambre mixte, 14 février 2003, qui vous dit que le non-respect d'une clause de conciliation préalable obligatoire constitue une fin de non-recevoir. Donc, si moi je respecte pas notre clause, vous allez me dire: «Julie, là, il y a fin de non-recevoir, désolée pour toi, hein, mais il fallait qu'on fasse ça à l'amiable avant». Et le législateur, parce que ça, faut savoir que ce sont les partis à la base qui ont voulu tenter ce type de clause, et il s'avère que la Cour de cassation a donné le feu vert. Et donc le législateur, ça lui a donné des idées. Et du coup, il a créé une nouvelle fin de non-recevoir, et c'est l'article 750-1 du CPC. Et donc là, si vous voulez, c'est exactement la même chose que la CCPO. Sauf que là, c'est imposé par le législateur au lieu d'être imposé par les parties. Et donc ici, pour tous les litiges inférieurs à 5 000 €, pour tous les litiges relatifs au conflit de voisinage et certains litiges prévus par le COJ, Code de l'organisation judiciaire, eh bien, ce texte vous impose de recourir à un mode amiable. Donc, soit conciliation, médiation ou procédure participative, à partir du moment où vous êtes dans ce type de litige, hein, que je viens d'exposer. Ensuite, sur ces fins de non-recevoir, eh bien, vous avez qualifié, hein, que c'était une fin de non-recevoir. Bien sûr, faut ensuite raisonner comment? Bah, sur le régime. Comment je peux l'invoquer? En tout état de cause, c'est l'article 123, donc là, c'est pareil que pour la défense au fond, en tout état de cause. 124 vous dit que vous n'avez pas besoin de démontrer un grief. 125, bon, c'est un peu inutile, enfin inutile. En tout cas, dans un cas pratique, c'est par rapport au rôle du juge, donc bon, je le mets entre parenthèses. Par contre, on peut vous poser une autre question sur les fins de non-recevoir et dans le régime, c'est est-ce que les fins de non-recevoir sont régularisables? Je vais m'expliquer après. Le principe, c'est que oui, 126, c'est régularisable, donc je peux éviter la sanction de l'irrecevabilité, mais il faut que la fin de non-recevoir ait disparu au moment où le juge statue. Et vous avez certaines fins de non-recevoir pour lesquelles on ne peut pas régulariser. C'est le cas de la prescription, parce que quand c'est prescrit, ben voilà, c'est prescrit. Et justement, notre clause de conciliation préalable obligatoire, la CCPO, ça, c'est pas régularisable. C'est un arrêt de la chambre mixte qui a été rendu en 2014. Je vous donne un exemple. J'ai fait une bêtise pour comprendre ce que c'est que enfin, pour pouvoir régulariser, hein. J'ai fait une bêtise, je suis demandeur, j'ai assigné quelqu'un qui n'a pas intérêt à agir. Je me suis trompée. J'ai assigné en nullité d'un contrat quelqu'un qui n'était pas, en fait, partie au contrat, et donc le défendeur, bah, là, il n'a pas intérêt à agir, il n'a pas intérêt à se défendre. Il va me dire: «Attends, Julie, là, tu es irrecevable, défaut d'intérêt à agir». Donc il va m'opposer une fin de non-recevoir, et là, je me dis: «Ah oui, en fait, c'est vrai que je me suis trompée d'adversaire». Bon,
Ben, c'est pas grave, j'ai pas besoin d'attendre que le tribunal prononce l'irrecevabilité de ma demande, il me suffit de régulariser. J'assigne la personne qui a effectivement intérêt à agir et la procédure va reprendre son cours. J'ai régularisé, donc en principe on peut. 126 du code de procédure civile. Mais pourquoi pour la CCPO, c'est pas le cas? Et en fait, vous allez voir, c'est super logique. Dans notre contrat, on a donc cette clause de conciliation préalable obligatoire et en violation de la clause, moi, je décide de vous assigner. Donc ça veut dire que je respecte pas la clause. Je veux passer directement par un juge alors que j'ai pas le droit. On a cette clause. Vous allez donc m'opposer une fin de non-recevoir tirée de la violation de la clause de conciliation préalable. Du coup, est-ce que je peux régulariser? Ben non. La cour dit que cette fin de non-recevoir n'est pas régularisable en cours de procédure. Ça veut dire que je ne pourrai pas, avant que le juge statue, vous dire: «Bon, bah, très bien, du coup, si vous voulez négocier, ben, on va se mettre dans la petite pièce à côté, on va essayer de discuter entre nous, on va essayer de négocier, on va essayer de se mettre d'accord». Puis on ressort de là et on se dit: «Bon, bah, comme il y a pas d'accord, hop, je reprends ma procédure. Salut les juges». Bah non. Pourquoi c'est pas possible? Parce que la cour, a dit enfin, elle a fait prévaloir la force obligatoire du contrat. Donc, ça prime sur l'article 126. Ça prime sur le principe qui a été posé par l'article 126, le principe qui vous permet normalement de régulariser. Pourquoi? Ben, c'est hyper logique. Ici, c'est la clause de conciliation préalable. La Cour, elle nous dit que si vous tentez une régularisation en cours d'instance, bah, c'est plus une négociation, une conciliation préalable. Donc, pas de régularisation possible. Je vous l'ai dit, c'est un arrêt de 2014, plus exactement, c'est la chambre mixte du 12 décembre 2014. Ensuite, troisième colonne, vous avez les exceptions de procédure, c'est l'article 73. Là, on est sur la régularité, on est sur les conditions d'exercice, d'accord? Et du coup, là, momentanément, on va arrêter la procédure, il y a un problème d'irrégularité d'un acte de procédure. Vous avez plusieurs exceptions de procédure, l'exception d'incompétence, de compétence, notamment. Donc ça, c'est l'article 75. Vous, allez mettre en cause la compétence de la juridiction matériellement et ou territorialement, parce que vous avez saisi le TJ de Bordeaux alors que ça devait être, le TC d'Arles, par exemple. Donc l'exception d'incompétence, c'est le moyen de défense par lequel les parties vont contester la compétence de la juridiction devant laquelle elles ont été assignées, qu'il s'agisse de la compétence d'attribution ou la compétence pardon, territoriale ou les deux. Ensuite, par rapport au régime, l'exception d'incompétence, elle doit être soulevée in limine litis, donc avant toute défense au fond et fin de non-recevoir. Et cet article nous dit que toutes les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément. C'est l'article 74 du CPC. Donc si dans un cas pratique, vous identifiez plusieurs exceptions, va falloir les invoquer toutes en même temps. En fait, l'idée c'est quoi? C'est qu'on ne veut pas qu'un plaideur pense qu'il peut, entre guillemets, «cracher son venin au compte-gouttes» comme ça, hein, au fur et à mesure de la procédure. Donc on ne peut pas invoquer une exception d'incompétence, attendre de voir ce que le juge va dire pour ensuite invoquer une exception de nullité pour vice de forme, par exemple, ensuite attendre et nin non, on ne peut pas. Ensuite, vous avez, l'exception de litispendance, article 100. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous avez une même affaire qui est présentée devant 2 juridictions, toutes 2 compétentes. Comme elles sont toutes les 2 compétentes, bah, le risque, c'est quoi? Ben, c'est qu'il y ait une contrariété des décisions et ça, c'est un cas d'ouverture à cassation. Imaginez, je vous assigne 2 fois en exécution du même contrat devant 2 juridictions compétentes. Bah là, vous pouvez pas, vous, invoquer l'incompétence de la juridiction saisie en second et pour cause, elle est compétente. Mais vous pouvez en revanche, devant la juridiction saisie en second, invoquer une exception de litispendance. En fait, l'idée, c'est de dire: «Attention, le litige est déjà pendant devant une juridiction». Donc faut qu'on, joigne les 2 instances en une pour pouvoir les juger ensemble. Le régime, c'est in limine litis 74, toujours pareil, ça reste le principe. Ensuite, vous avez l'exception de connexité, article 101, c'est soutenir que 2 affaires différentes, cette fois, sont présentées devant 2 juridictions compétentes, mais toutefois, elles présentent du coup un lien de connexité tel que ça justifie qu'elles soient toutes les 2 jugées ensemble.
Exemple, je vous assigne en exécution forcée d'un contrat. Vous m'assignez en nullité du même contrat. Ce n'est pas de la litispendance ici, parce qu'il y a deux litiges différents. Exécution forcée, nullité. D'accord? Si jamais on laisse subsister ces deux instances, il y a un risque de se retrouver avec deux décisions de justice inconciliables. Pourquoi? Parce que la juridiction saisie de la demande d'exécution forcée du contrat, elle peut très bien ordonner l'exécution forcée du contrat. Et la juridiction saisie de la demande en nullité du contrat, elle peut très bien dire, bah ok, il y a nullité du contrat. Donc devant la juridiction saisie en second, vous allez invoquer l'exception de connexité, puisqu'il y a un lien entre ces deux demandes, qui justifie qu'on les juge ensemble. Résultat, on joindra les deux instances en une seule. Le régime, c'est quoi? Ben, l'exception de connexité, elle peut être soulevée en tout état de cause, sauf à être écartée, pardon, si elle a été soulevée tardivement, dans une intention dilatoire. Ça, c'est l'article 103. Pourquoi? En fait, ce lien de connexité, il peut apparaître plus tard dans votre affaire. Par exemple, au moment de l'intervention d'un tiers. Donc c'est pour ça que vous pouvez soulever cette exception de connexité en tout état de cause. L'exception de connexité, du coup, n'a pas à être invoquée in limine litis, hein, non. Ensuite, vous avez l'exception dilatoire, article 108 et suivant. Ben, ça sert à quoi? C'est pour obtenir un délai. Par exemple, vous avez les héritiers qui disposent d'un délai qui vont leur permettre d'apprécier l'étendue de leur succession, pour dire si oui ou non ils vont l'accepter. Donc, en cours de procédure, si jamais vous allez hériter de quelqu'un, bah, vous pouvez demander la suspension de l'audience dans l'attente de l'expiration du délai qui vous permet de décider si oui ou non vous acceptez la succession. Et donc la partie, elle peut invoquer son exception dilatoire, attendre l'expiration du délai pour invoquer ensuite toutes les autres exceptions, éventuellement. Puisque le législateur vous reconnaît un délai, ben c'est normal qu'on vous autorise à bénéficier de ce délai avant d'invoquer vos autres exceptions. Le régime, c'est le fait que bah, l'exception dilatoire, elle doit être soulevée in limine litis, c'est l'article 74, hein, c'est le principe. Sauf que la règle de simultanéité n'a pas à être respectée. Ça, c'est l'article 111. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, si on vous reconnaît un délai, ben, c'est normal qu'on vous autorise à y bénéficier avant d'invoquer les autres exceptions. Ensuite, on a les exceptions de nullité. Nullité pour vice de fond. Donc là, ben, c'est le défaut de capacité ou de pouvoir d'une partie ou d'un représentant, c'est l'article 117 du code civil. Vous avez une liste, hein, à l'article 117 qui est limitative, c'est la chambre mixte dans son arrêt du 7 juillet 2006 qui nous le dit. Donc ça veut dire que toutes les autres irrégularités sont forcément sanctionnées au titre d'une nullité de forme, article 114. Donc dans un cas pratique, si vous ne trouvez pas dans cette liste, enfin je veux dire si dans votre cas pratique, il y a pas un défaut de capacité ou de pouvoir d'une partie ou d'un représentant, ça veut dire qu'obligatoirement, il s'agit d'une nullité pour vice de forme. Donc, il faudra appliquer 114. Et le régime pour les nullités pour vice de fond, eh bien, les exceptions de nullité pour vice de fond peuvent être invoquées en tout état de cause. C'est l'article 118. On n'a pas besoin de justifier d'un texte et d'un grief, c'est l'article 119. Pourquoi? Bah, c'est simple, parce que les nullités pour vice de fond sont très graves. Il n'y a ni capacité ni pouvoir, et donc comme c'est très grave, ben, vous pouvez soulever ce vice de fond à tout moment de la procédure. Ensuite, vous avez les nullités pour vice de forme, article 114 du CPC. Donc, par exemple, voilà, il y a un non-respect des mentions obligatoires de l'assignation. Si l'une des mentions fait défaut, ben, l'assignation, du coup, elle est entachée d'une nullité pour vice de forme. Et pour que le vice de forme soit caractérisé, il faut deux conditions, selon 114, un texte ou à défaut une formalité d'ordre substantiel ou d'ordre public et un grief. J'ai fait une vidéo très complète sur le vice de forme et je parle aussi du vice de fond, donc je vous laisse regarder la vidéo. C'est très détaillé, là, c'est pas l'objet et le régime, du coup, ben, les nullités pour vice de forme, elles peuvent être invoquées au fur et à mesure de leur accomplissement, à condition de le faire in limine litis, donc avant toute défense au fond, aux fins de non-recevoir qui s'y rapporte. C'est l'article 112 du CPC et là encore, j'explique vraiment tout dans l'autre vidéo.
Et enfin, on a la clause compromissoire. La Cour de cassation, elle a décidé que c'était une exception de procédure sui generis. Ça veut dire que ça rentre dans aucune catégorie, vous voyez? C'est une exception de procédure et finalement ça pose pas de problème, pardon, par rapport au régime puisqu'on a, 74 qui nous dit que de toute façon les exceptions de procédure, elles doivent être soulevées in limine litis, donc c'est la première chose à faire, heu, du coup, enfin, à soulever dans la procédure et puis avant toute défense au fond donc du coup et fin de non-recevoir. S'il y en a plusieurs, ça doit être soulevé en même temps. Voilà, tout ça c'est vu, mais en tout cas, sachez qu'il y a aussi la clause compromissoire. Donc voilà pour ce récapitulatif. J'ai essayé vraiment d'être synthétique, d'aller au plus vite. J'espère que, ça sera clair pour vous. Si jamais vous avez des questions, comme d'hab, vous n'hésitez pas à laisser, des commentaires ou m'envoyer un mail comme vous voulez. Je vous souhaite une belle réussite et à bientôt.